Welcome back. We're joined today by Daniel Klein, Bienvenue à nouveau. an American professor Nous recevons of aujourd'hui economics Daniel at Klein, George Mason professeur University, américain d'économie to à discuss, l'université George Adam Smith's, Mason, pour discuter de l'universalisme conservateur libéral civilisationnel d'Adam Smith et de la raison pour laquelle ce cadre pourrait être important pour comprendre certains des changements et des défis du monde actuel. Bienvenue dans l'émission. Welcome to the program. Merci. C'est un grand honneur d'être ici avec vous. Adam Smith Adam Smith a écrit La richesse des nations en 1766. L'année prochaine, en 2026, ce sera le 250e anniversaire de cette œuvre révolutionnaire. J'ai hâte d'entendre ton argument sur la manière dont Adam Smith peut être à la fois un universaliste, un libéral, un conservateur et un penseur de la civilisation. D'habitude, nous abordons cela plutôt sous forme de conversation ou de questions. Mais je me demandais si tu pouvais faire une présentation plus développée sur ce que tu entends par l'universalisme civilisationnel, conservateur et libéral d'Adam Smith, et en quoi cela diffère des lectures plus classiques de sa pensée. Conventional readings of Adam Smith. Merci Glenn, ce serait un plaisir. Je travaille beaucoup sur Adam Smith et je suis enthousiaste à propos du 250e anniversaire, même s'il risque d'être éclipsé par la déclaration d'indépendance. Comme nous le verrons, il existe un lien entre ces deux événements de 1766. Je vais donc commencer par l'universalisme, puis passer au libéral, ensuite au conservateur et enfin au civilisationniste. Cet ordre va du plus général au plus particulier, ou du plus universaliste au plus circonstanciel. On retrouve ainsi à la fois l'universalité et la dimension circonstancielle dans l'ensemble de son système de pensée. C'est un penseur extrêmement complexe, historique, théorique et moral. C'est un moraliste. Après tout, son premier livre était La théorie des sentiments moraux. Et c'est vraiment le grand cadre sous lequel s'inscrit la richesse des nations. Ainsi, sur la question de l'universalisme, ici il parle du spectateur impartial, et le spectateur impartial, au sens le plus élevé du terme, est un observateur ou contemplateur doté d'un savoir absolu et d'une bienveillance universelle. En somme, Dieu, ou un être semblable à Dieu. Et ce Dieu voit toute l'histoire. Il perçoit toutes les circonstances et conventions du temps et du lieu, et en tient compte dans son jugement moral, ou disons dans son sens du beau. Puisqu'il s'agit d'un être universellement bienveillant, son sens du beau est la bonté morale. C'est le bien du tout. Il est donc universel, mais il voit les particularités et ajuste son jugement en conséquence. De cette manière, il possède l'universalité du monothéisme bienveillant, comme le christianisme. Smith écrit, après tout, en tant que chrétien et pour un public chrétien. C'est donc là l'universalité, elle est en réalité assez commune à l'éthique de la chrétienté occidentale. Quant à l'aspect libéral, il le met véritablement en avant dans La richesse des nations, où il expose son principe fondamental, permettre à chaque homme de poursuivre son propre intérêt, à sa manière, selon le plan libéral d'égalité, de liberté et de justice. Il faisait partie d'un groupe d'Écossais qui furent les premiers à décider de donner au mot « libéral », qui était un ancien terme moral remontant à plusieurs siècles mais sans signification politique, une signification politique. Et voici donc le premier libéral politique. La numérisation des textes a permis de prouver de manière absolue que c'est ce groupe qui a lancé le libéralisme politique. Et c'était vraiment cela, le caractère, le personnage principal du libéralisme 1.0, que l'on peut considérer comme la conception principale du mot libéral à l'époque de Gladstone. Le mot libéral change ensuite, bien sûr. Les mots sont déformés et détournés d'une certaine manière, et c'est simplement un fait avec lequel nous devons composer. Donc, il est libéral, et son libéralisme est en quelque sorte une orientation politique. Une présomption en faveur du fait de laisser les gens poursuivre leurs propres intérêts à leur manière,
tant qu'ils ne s'en prennent pas au bien des autres. Et cela constitue une politique, une sorte de présomption politique pour l'élaboration des politiques intérieures. Ce livre suppose très clairement l'existence d'un ordre politique stable et fonctionnel. Il ne cherche donc pas à établir cela dans ce livre. Il part du principe qu'un ordre politique stable et fonctionnel existe déjà. Mais il savait très bien que c'était une grande présomption ou une présupposition et que ce n'est pas quelque chose qu'on peut tenir pour acquis. En réalité, une organisation politique stable et fonctionnelle était relativement nouvelle en Europe occidentale et en Grande-Bretagne. Elle n'apparaît véritablement que quelques décennies après la Glorieuse Révolution. Ainsi, dans ses autres réflexions et travaux, on perçoit cette profonde préoccupation pour une organisation politique stable et fonctionnelle. Et cela nous conduit à la politique conservatrice. Il comprend qu'on ne peut pas tenir pour acquis une organisation politique stable et fonctionnelle. Et il affirme, et sur ce point, son message est vraiment qu'en plus de l'existence, dans l'élaboration des politiques, dans la politique intérieure, d'une présomption de liberté. À un niveau plus large, il existe également une présomption du statu quo, une considération pour le caractère, les normes, les conventions et les traditions d'une communauté nationale, un sentiment d'appartenance à la nation, un sens de la cohésion sociale. Et c'est là que son conservatisme entre en jeu. Permettez-moi de donner un exemple de politique où je vois ce point jouer un rôle important. Il est célèbre dans ce travail pour avoir défendu un marché libre des églises. Cependant, si vous lisez son plaidoyer en faveur d'un marché libre des églises, vous verrez qu'il le replace dans un contexte où l'Église et le gouvernement n'ont jamais été unis, par exemple en Amérique et en Pennsylvanie en particulier. Et donc, il dit que c'est bien, en gros, qu'il ne faut jamais les rejoindre et qu'il faut un marché libre de la religion. Il explique comment cela peut fonctionner et pourquoi c'est une bonne chose. Mais il ne va jamais jusqu'à dire « et donc nous devrions aussi désétablir l'Église d'Angleterre ». C'est une autre histoire, un autre contexte. Il n'appelle donc pas à une réforme libérale radicale des institutions et des traditions établies. C'est là, je dirais, que l'aspect conservateur entre en jeu. Maintenant, concernant le civilisationalisme, ce qui est d'une certaine manière le plus pertinent pour ton podcast, parce que je vois cela dans une certaine mesure comme une réflexion sur la manière dont la cité interagit ou s'articule avec d'autres cités. Et ici, ce que je veux souligner, c'est qu'il parle abondamment dans la richesse des nations, du colonialisme, des colonies et des affaires nationales et internationales à cet égard. Il y a plusieurs passages véritablement anticolonialistes et anti-impérialistes que je souhaite simplement mentionner. Mais en réalité, avant d'en venir à ceux de la richesse des nations, on perçoit déjà son conservatisme, son souci de la structure politique et de la civilisation, dans ses leçons sur la jurisprudence, où il expose une vaste théorie de l'histoire et du développement humain à travers 4 étapes: les chasseurs, les pasteurs, l'agriculture et le commerce. Et il parle de la façon dont les notions de propriété et de possession, de gouvernement et de loi sont formées ou influencées par l'ensemble de ces structures sociales. Il y a un certain universalisme dans tout cela. Ce fond d'universalisme, cette sorte de platitude du bien commun, cette vision à l'échelle de Dieu, est maintenue, mais il reconnaît que différentes structures sociales, remontant jusqu'à l'époque où nous étions des chasseurs-cueilleurs vivant en petites bandes, c'est la première étape, influencent notre compréhension de ce que signifie posséder quelque chose et de ce que cela veut dire d'empiéter sur la propriété de quelqu'un. Ainsi, toutes les questions fondamentales de justice liées à la propriété et au contrat sont de nature civilisationnelle, conventionnelle, mais il existe aussi une loi de la nature qui sous-tend le tout.
but there's also a law of nature behind it all. So that's just to say that he actually has that feeling Donc, in this, cela which revient à intended dire to qu'il write a éprouve book réellement ce about. sentiment dans He ce announced domaine that in sur lequel il avait 1759, prévu d'écrire un but, livre. he never got Il l'avait around to annoncé doing en it, unfortunately. 1759, We just have mais these malheureusement, lecture notes from il ne l'a students jamais in fait. his jurisprudence class. Nous n'avons que ces notes de cours So in- prises par des étudiants in de The sa Wealth of classe de Nations, then, let me jurisprudence. just touch on Dans La three richesse des nations, moments. permettez-moi d'évoquer ces moments essentiels. Tout d'abord, il y a ce paragraphe remarquable où il affirme que proposer que la Grande-Bretagne accorde une indépendance totale à ses colonies et en somme les laisse partir est une chose que l'on ne s'attendrait jamais à voir les dirigeants faire. Mais en réalité, ce serait une bonne chose à faire. Il a ce passage où il dit « Je sais que cela semble utopique, mais ce serait en réalité une bonne chose si la Grande-Bretagne renonçait à son contrôle sur ses colonies et les laissait faire leurs propres lois, déclarer la guerre et la paix elles-mêmes. En somme, suivre leur propre voie. » Il le dit vraiment clairement. C'est donc un large soutien à l'idée d'abandonner les colonies et la Compagnie des Indes orientales. Il la critique totalement et dit « Aucun deux caractères ne semble plus incompatible que ceux de commerçants et de souverains. Si l'esprit commerçant de la Compagnie anglaise des Indes orientales en fait de très mauvais souverains, l'esprit de souveraineté semble en avoir fait d'aussi mauvais commerçants. » Donc vous savez, il s'agit de deux éthiques différentes, le commerce et le gouvernement, ou le pouvoir. Et il sait très bien que cet encouragement à poursuivre un revenu honnête, qu'il accorde dans la richesse des nations, qu'il autorise moralement dans la richesse des nations, ne s'applique pas à la politique et au gouvernement. On n'autorise pas moralement les gens à augmenter leurs revenus en politique. Nous avons besoin d'un autre type de vertu, d'une autre forme d'éthique en politique. Et il dit qu'en mélangeant gouvernement et commerce dans la Compagnie des Indes orientales, cela a été en somme un désastre. Il est pour laisser la charte expirer. Il veut dissoudre complètement la Compagnie des Indes orientales en même temps que les Américains. Cela nous ramène donc à 1776. À mon avis, il soutient essentiellement qu'il faut les laisser partir. Comme s'il disait à ses compatriotes britanniques, nous devrions simplement les laisser partir. Il le fait d'une manière subtile, que je pense parfois mal comprise, mais nous pourrons y revenir plus tard. Mais je crois que clairement, c'est le message sous-jacent. Et avant d'en venir à ce dernier paragraphe, laissez-moi simplement mentionner autre chose tirée de la théorie des sentiments moraux, sa condamnation de l'esclavage, qui, comme vous le savez, est liée au colonialisme. Et il y a là deux phrases extraordinaires que je trouve être la partie la plus émouvante de la théorie des sentiments moraux. Je pourrais les lire, mais je vais passer pour l'instant. Je pense simplement qu'il faut le mentionner. Nous sommes en 1759, en réalité, et ces phrases ont été citées par des personnes du mouvement abolitionniste. Elles ont eu de l'influence. Elles faisaient partie de ce qui était vraiment une tradition de Glasgow, une tradition de professeurs de Glasgow, consistant à s'opposer à l'esclavage et à le dénoncer. Alors, il y a ceci. Enfin, c'est mon dernier point. Ce paragraphe remarquable sur lequel Jeff Sachs est souvent cité, je crois peut-être dans votre émission, et d'autres comme The Duran l'ont également mis en avant. Cela vaut vraiment la peine d'être examiné en détail. Je vais donc m'arrêter ici. Peut-être pourrons-nous reprendre à partir de là. Oui, tu penses au paragraphe sur la nécessité d'une plus grande égalité économique dans le monde, moins d'asymétrie. Eh bien, je l'ai ici parce que je le trouve intéressant, car souvent, enfin, je suppose que c'est un problème quand une théorie économique devient une idéologie, on laisse de côté ces détails. Mais j'ai trouvé cela assez intéressant aussi, et même dans mon dernier livre, j'ai cité ce paragraphe.
Parce que oui, Adam Smith reconnaît que le commerce, dans l'ensemble, est une bonne chose. Il unit le monde, il relie les gens, et c'est pourquoi il a aussi reconnu que le passage vers les Indes orientales et vers l'Amérique étaient les deux grandes découvertes, parce qu'elles ont contribué à relier le monde entier. It helped to reconnect or connect the world, all the world together. But then he does go on, recognizing Mais ensuite, il poursuit, reconnaissant que cela s'est accompagné de certains problèmes, car comme il l'écrit, la tendance générale semble avoir été bénéfique. Cependant, pour les populations indigènes, tant des Indes orientales que des Indes occidentales, tous les avantages commerciaux qui auraient pu découler de ces événements furent engloutis et perdus dans les terribles malheurs qu'ils provoquèrent. Ces malheurs, dit-il, semblent être nés davantage du hasard que de la nature même de ces événements. Au moment précis où ces découvertes furent faites, la supériorité de la force se trouvait être si grande du côté des Européens qu'ils purent commettre en toute impunité toutes sortes d'injustices dans ces contrées lointaines. Désormais, peut-être que les habitants de ces pays deviendront plus forts, ou que ceux d'Europe s'affaibliront, et que les peuples de toutes les régions du monde atteindront une égalité de courage et de puissance, qui, en inspirant une crainte réciproque, pourra seul contenir l'injustice des nations indépendantes dans une certaine forme de respect pour les droits des unes et des autres. Mais rien ne semble plus propre à établir cette égalité de force que la communication mutuelle des connaissances et de toutes sortes de progrès, que le commerce étendu de tous les pays avec tous les pays entraîne naturellement, plutôt que nécessairement, avec lui. J'ai trouvé que c'était un paragraphe extraordinaire, car il reconnaît que le fait que le monde se rassemble devrait être une bonne chose. Mais la raison pour laquelle cela s'est manifesté sous une forme coloniale, extractive et exploiteuse, c'est que la répartition du pouvoir était tellement déséquilibrée d'un seul côté. En même temps, bien que cette interconnexion ait détruit de nombreuses sociétés, elle a aussi créé les mécanismes permettant de diffuser la technologie et la richesse. Et dès que l'on commence à avoir plus d'égalité à travers le monde, cette forme très extractive et exploiteuse de relations économiques commencera à céder la place à quelque chose de plus pacifique et harmonieux. Je le cite dans mon livre comme une alternative, du moins à la panique que l'on observe actuellement dans l'Occident politique, car nous supposons souvent que la fin d'une hégémonie politique ou économique mènera au désastre, en particulier le déclin de l'hégémonie économique des États-Unis. Tu as cela. Cela a apporté une certaine stabilité, un peu comme ce fut le cas avec les Britanniques. S'il existe un pouvoir central, en termes de technologie, d'industrie, de contrôle des mers, de banques, de monnaie, alors cela empêche immédiatement la rivalité et peut avoir un effet stabilisateur, car toutes les économies sont liées à des nations qui ont tendance à rivaliser pour leur sécurité. C'est pourquoi il y a une grande inquiétude. Mais j'aime cette idée, car elle offre aussi un peu d'espoir. À mesure que la répartition du pouvoir évolue, il ne s'agit pas d'être pour ou contre, c'est simplement la réalité. Il pourrait y avoir des relations économiques et politiques plus bienveillantes entre les États. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter à ce paragraphe extraordinaire. Cela correspond en quelque sorte à la sortie de l'unipolarité, la diffusion du pouvoir et de la technologie qui réalise enfin, pourrait-on dire, l'anticipation de Smith d'une plus grande égalité des forces et d'un respect mutuel dans un monde multipolaire. Peut-être qu'il existe d'autres moments dans l'histoire où ce qu'il décrit s'applique aussi, mais cela semble bien correspondre, disons, à la période postérieure aux années 1990 ou quelque chose comme ça. Est-ce que cela a du sens? Oui, tout à fait. Un autre point que je trouve excellent dans le paragraphe, c'est qu'à la fin, il parle des avantages du commerce.
he talks about the benefits of trade. Well, he begins at the start of the paragraph about. Eh bien, il commence au début du paragraphe en parlant simplement de s'entraider, des gains mutuels issus des échanges, comme dans les arguments habituels en faveur du libre-échange. Mais à la fin du paragraphe, il souligne que l'un des avantages indirects et à long terme du commerce est qu'il va favoriser une plus grande égalité des forces et donc créer un meilleur équilibre des pouvoirs, avec moins d'exploitation et d'hégémonie. Il perçoit donc dans le commerce lui-même un bénéfice technologique à long terme. J'ai tout de même trouvé quelque chose d'intéressant dans ce concept. L'universalisme libéral, conservateur et civilisationnel d'Adam Smith. Il y a évidemment des tensions en son sein, deux principales en réalité. Il y a la tension entre le conservatisme et le libéralisme, et aussi entre l'universalisme et le civilisationnalisme. En général, entre le conservateur et le libéral, lorsque nous avons l'État-nation libéral, c'est une belle démonstration de ces contradictions, qui devraient peut-être exister. Par exemple, l'État-nation représente l'unité ou l'identité collective fondée sur une identité partagée, en conservant les structures traditionnelles comme la culture, la langue, la foi, tout cela à la fois. Culture, language, faith, all of the above, D'un autre côté, il y a le libéralisme, où il s'agit du droit de l'individu à se ménager un espace autonome, à l'écart de ses identités collectives. Mais on retrouve aujourd'hui la même tension entre l'universalisme et le civilisationnalisme, car de nos jours, les États-Unis représentent souvent l'universalisme, l'idée qu'il existe une seule voie vers le développement, un ensemble universel de valeurs. Et cela est présenté comme une forme d'unité pour l'humanité. Mais l'argument contraire, bien sûr, est que cela crée une inégalité souveraine. Si l'on affirme que ces valeurs sont universelles et que nous en sommes les défenseurs, alors nous devrions être autorisés à intervenir partout, tandis que personne ne devrait intervenir chez nous, puisque nous incarnons déjà ces valeurs. Il y a donc à la fois un avantage et un inconvénient à cela. Alors que les civilisationalistes, aujourd'hui souvent représentés plus fermement par la Chine, affirment qu'aucune civilisation ne devrait dicter à une autre la manière de se développer, la force du monde résiderait dans ce pluralisme, ce qui est tout à fait logique. En cas de crise, ce pluralisme est précieux. Il permet de mieux absorber les chocs. Mais encore une fois, cette position est aussi perçue comme anti-hégémonique. L'idée que l'État dominant ne devrait pas être autorisé à se présenter comme le porte-parole des autres civilisations. Bien sûr, on peut soutenir que cela conduirait à moins de points communs entre les êtres humains. Ainsi, chaque camp a ses arguments, ses forces et ses faiblesses. Je me demandais si vous pouviez en dire un peu plus à ce sujet. Comment Smith en particulier parvient-il à concilier les tensions entre conservatisme, libéralisme, universalisme et civilisationnalisme? Avec profondeur, savoir, scrupule et érudition, une grande connaissance historique, il était profondément imprégné d'histoire. Et vous mettez en lumière cette idée de Smith comme un penseur du « à la fois » plutôt que du « soit l'un, soit l'autre », un penseur non dichotomique. Il a tendance à embrasser les deux côtés des dichotomies que les gens proposent parfois, comme celle entre l'universalisme et le civilisationnalisme. De même, entre, disons, le conséquentialisme et la déontologie en éthique, il embrasse les deux. Il les voit comme deux ailes de l'éthique, et il faut les deux ailes pour voler. Le contraste entre universalisme et civilisationnalisme, je pense, renvoie beaucoup à la tension entre le général et le particulier en éthique. Et cela fait partie de cette vision vaste et élargie de l'éthique politique, des affaires nationales et de l'histoire humaine. C'est à la fois une vision généraliste, mais avec la compréhension que dans certaines circonstances particulières, elle doit se manifester différemment. Ce qui est bien ou mal peut varier. Parfois, il est juste de faire ceci,
et parfois il est injuste de le faire. Mais tout cela s'intègre dans une certaine idée de bienveillance universelle. Il y a donc toujours cette affirmation d'une bonté universaliste, même si nous reconnaissons qu'elle doit se manifester de manière différente. Les désaccords, lorsque les gens se plaignent de l'universalisme que l'on entend à Bruxelles ou chez d'autres du même genre, ceux qu'ils appellent les néoconservateurs, je pense que ce à quoi nous nous opposons réellement, ce n'est pas à l'universalisme en soi, mais à leur interprétation de ce que la bonté universelle implique ou soutient réellement. En d'autres termes, nous disons qu'ils se trompent sur l'universalisme. Ce n'est pas que nous soyons contre l'universalisme. C'est mon point de vue. C'est quelque chose dont je me suis déjà plaint auprès de toi, Glenn, personnellement dans mes petits messages que je t'envoie et dont je suis sûr que tu reçois bien trop. Donc voilà un peu ma position. Nous ne pouvons pas échapper aux platitudes du bien commun, de Dieu et de l'universalisme. Et nous allons donc nous disputer sur la bonne interprétation de ces notions. C'est ainsi qu'il faut aborder la question, pas en étant contre l'universalisme. Voilà le point principal. Et cela remonte, tu sais, à Hugo Grotius, dans Le droit de la guerre et de la paix, où il tente de parler d'une loi universelle de la nature pour les droits de la guerre et de la paix. Et je pense qu'il ressemble beaucoup au père de la Westphalie dont tu parles. L'idée d'égalité de souveraineté, d'équilibre des puissances, et toutes ces notions que nous avons vues dans le paragraphe que tu viens de lire, à propos de parvenir à une sorte de modus vivendi entre des peuples dotés de forces équivalentes. Tu sais, je pense au slogan « Une société armée est une société polie ». Voilà, c'est un peu cela. L'universalisme et le civilisationnalisme. Quant au libéralisme et au conservatisme, je ne les vois pas s'aligner tout à fait comme le général et le particulier, mais plutôt comme deux facettes différentes de la politique. L'un concerne l'élaboration des politiques intérieures, et vous avez parlé de l'individu, du respect du droit de chacun à utiliser ses biens et sa personne, et à s'engager dans des associations volontaires comme il l'entend, tant qu'il ne porte pas atteinte à ces mêmes droits chez autrui. Smith soutient et affirme clairement ces droits. Ce ne sont pas les droits les plus élevés, mais ils sont importants. Ils sont présumés. Mais d'une certaine manière, je pense que la compréhension la plus juste du libéralisme originel réside dans son opposition à la gouvernementalisation des affaires sociales. Il considère essentiellement que le gouvernement ne dispose pas de bons mécanismes de correction. Ainsi, si certaines affaires sociales, disons l'éducation des enfants, le monde du travail et ainsi de suite, sont prises en charge, il ne s'agit pas nécessairement d'économie. Ce sont simplement d'autres affaires sociales, comme les églises. Ce volontarisme dispose de bien meilleurs mécanismes de correction. Nous nous soucions donc du bien commun. Nous voulons que les affaires sociales se corrigent d'elles-mêmes, qu'elles s'auto-corrigent. Quels sont ces mécanismes de correction? Ils sont bien plus efficaces dans les affaires volontaires, où les gens peuvent essentiellement décider de se retirer ou de s'abstenir de participer, que dans le cadre gouvernemental, qui est, comme l'ont dit Weber et bien d'autres, défini par le monopole de la coercition. Et cela peut vraiment mal tourner. Le gouvernement dispose de très mauvais mécanismes de correction. Le libéralisme originel de Smith, qui est très différent, vous savez, du libéralisme moderne du XXe siècle, celui de l'État-providence et de la gauche, représente à mon sens un changement total de terminologie. Le libéralisme originel de Smith consiste à ne pas étatiser les affaires sociales. Et je pense qu'il a tout à fait raison à ce sujet et c'est très important. J'espère que les gens le comprennent bien. C'est là qu'intervient l'économie de marché libre, ainsi que le type de raisonnement qui l'accompagne. À mon avis, c'est une vérité très forte concernant le bien social dans une société stable et fonctionnelle.
La gouvernementalisation, dans l'ensemble, c'est une catastrophe. Nous avons donc besoin d'un nom pour cela. Et il est important de comprendre que tout nom qui s'impose finira par être détourné et volé. Autant garder le nom original qu'utilisaient Smith et ses collègues pendant un siècle. Et c'est le mot « libéral ». Voilà donc le deuxième reproche que j'ai à te faire, Glenn. Non, mais Non, je comprends tes remarques et je suis content que tu aies abordé ce différend avec moi, parce que c'est souvent organisé autour de la question de ce que signifie réellement le libéralisme. Donc oui, je me demandais si tu pouvais développer un peu plus, car il semble bien que le libéralisme comporte certaines contradictions internes. Tout à l'heure, tu mentionnais que beaucoup de libéraux voulaient abandonner les colonies, par exemple. Mais on a vu qu'au XIXe siècle, de nombreux libéraux étaient divisés sur cette question. Certains libéraux, des libéraux britanniques, pensaient que leur empire contribuait à diffuser les idéaux libéraux, sous la direction britannique, bien sûr, tandis que d'autres voyaient dans l'empire une contradiction avec le libéralisme, c'est-à-dire une privation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, à trouver leur propre voie. On dit souvent que le libéralisme porte en lui une contradiction interne, car d'un côté, il repose sur l'idée que chacun a sa propre conception de la vie bonne, son propre chemin, et bien sûr que chacun doit disposer de sa propre souveraineté. Mais en même temps, il véhicule aussi une présupposition d'universalité, celle selon laquelle nous serions tous unis par quelque chose de commun, évoluant selon une trajectoire similaire, ce qui finit souvent par annuler la première idée. En d'autres termes, c'est pour cela qu'un empire peut être perçu comme une bonne chose. On ne le voit pas seulement au XIXe siècle, on le voit encore aujourd'hui, lorsque les gens débattent pour ou contre l'hégémonie libérale. On voit les libéraux aller dans les deux sens. Certains soutiennent qu'évidemment, un monde sous la domination des États-Unis ou de l'Occident politique serait mieux placé pour promouvoir les valeurs de la démocratie libérale. C'est là un argument clé derrière l'hégémonie libérale. Mais il y a aussi des libéraux qui soulignent que l'hégémonie libérale viole la souveraineté des autres et devient, par nature, très antilibérale. On peut donc voir une part de vérité dans les deux arguments. Je pense qu'on peut aussi étendre cela aux questions intérieures. D'un côté, les libéraux affirment vouloir être tolérants. Tout devrait être accepté. Ainsi, lorsqu'il s'agit d'immigration, de mariage homosexuel, d'idéologie de genre, de laïcité, et ainsi de suite, ils mettent l'accent sur l'acceptation. Mais en même temps, il existe ce sentiment d'universalisme qui dit qu'il ne suffit pas de respecter ces choses. Il faut que nous partagions tous exactement la même opinion. Le libéralisme devient alors presque une religion de l'universalisme. On en arrive à une position où les libéraux sont très ouverts à l'immigration. Ils sont très laïques, au point de ne même pas vouloir de religion dans la société, ni de l'idéologie de genre. Mais tout le monde doit penser la même chose. Si vous n'êtes pas d'accord avec cela, il y a peu de tolérance pour vous dans l'idée supposée de la vie bonne. Si vous soutenez que le mariage devrait être entre un homme et une femme, que c'est la chose la plus importante pour préserver l'institution, il n'y aura essentiellement aucune tolérance pour vous. Il y a donc toujours cette contradiction entre la reconnaissance du fait que nous avons tous des visions différentes de la vie bonne et l'hypothèse d'un universalisme. Je me demandais si vous pouviez développer ce point, car je pense que c'est là que vous et moi pourrions ne pas être d'accord, ce qui est une bonne chose, je le précise. Oui, je ne sais pas si nous sommes vraiment en désaccord. Enfin, nous le sommes. Mais le désaccord porte peut-être davantage sur la manière dont nous utilisons certains mots et moins sur ce que ces mots, une fois que nous avons clarifié leur sens, signifient réellement. Donc je ne suis pas sûr que nous soyons en désaccord à ce point. Permettez-moi d'abord de dire que, vous savez, vous demandez, eh bien,
Cela nous amène à la question de ce que signifie réellement le libéralisme. Le libéralisme a de nombreuses significations. Il est polysémique. Et c'est généralement ce qui se produit avec les mots très centraux, très importants dans une culture ou une civilisation. Si vous regardez des mots comme justice, droit, liberté, indépendance et ainsi de suite, ils ont tous de multiples sens. Je pense qu'il nous incombe de reconnaître qu'il existe ces différentes significations et que nous devons réfléchir à celle que le locuteur a en tête lorsqu'il emploie le mot. Et tu sais, allons dans ce sens. Maintenant, nous pouvons avoir une certaine préférence pour certaines significations. Et tu sais, notre vocabulaire passif est différent de notre vocabulaire actif. Donc je n'appellerai pas quelqu'un comme Paul Krugman un libéral, parce que je comprends ce que les autres veulent dire quand ils l'appellent ainsi, mais moi je ne l'appelle pas comme ça. Et donc, quand tu fais référence à certains libéraux qui sont favorables à la censure ou fondamentalement intolérants, refusant de permettre à chacun de poursuivre son propre intérêt à sa manière, y compris dans sa parole, ses associations, et ainsi de suite. Je veux dire, il se dit libéral, mais moi je ne l'appelle pas libéral. Je comprends qu'il se qualifie ainsi parce qu'il existe différentes significations du mot libéral, n'est-ce pas? Madastur Stor Deji Satin et Ting Budralad, Renate Roger me semble juste. Ce n'est pas qu'ils représentent le véritable sens, mais qu'ils sont fidèles à la nature. Ils sont fidèles au monde, à l'univers. Il existe donc des significations plus vraies et d'autres plus fausses, de la sémantique pourrait-on dire. Je veux dire les choses que désigne, selon moi, le mot libéral, je pense simplement qu'elles sont vraies. C'est pour cela que j'y crois. Il existe donc différentes significations. Et le sens a changé de telle sorte qu'à la fin du XIXe siècle, le Parti libéral en Grande-Bretagne a essentiellement changé de caractère, comme une grande partie de la politique, et est entré dans le XXe siècle. Ainsi, les personnes favorables à la gouvernementalisation des affaires sociales se sont appelées libérales. Ce mouvement a pris beaucoup d'ampleur avec FDR aux États-Unis, puis en Amérique du Nord, avant de réexporter cette nouvelle acception du mot libéral. Ayant commencé avec le Parti libéral britannique, qui a ensuite disparu lorsque le Parti travailliste l'a remplacé, nous avons, au fil du temps, vu apparaître différentes significations du mot libéral. Maintenant, vous dites que le libéralisme est contradictoire en lui-même. Eh bien, il faut s'y faire. En réalité, tout gouvernement est contradictoire. Il y a toutes sortes d'incohérences et de confusions. Donc oui, je reconnais qu'il est parfois difficile de dire ce qui est juste, et quand il faut faire une exception au principe, selon lequel chacun doit pouvoir poursuivre son propre intérêt à sa manière. Parfois, il ne faut pas le lui permettre. Parfois, il faut recourir à la coercition. Je ne suis pas anarchiste. Smith n'était pas anarchiste non plus. C'est parce qu'il existe une éthique supérieure, une justice supérieure au simple principe de liberté. Oui. Et donc, il n'y a pas de formule simple. Et cela aussi, il faut s'y habituer. Ce n'est pas comme si les autres philosophies politiques avaient des formules simples non plus. Elles ont, elles aussi, leurs propres contradictions et paradoxes. Regardez la justice sociale, regardez toutes les autres expressions ou étiquettes utilisées. Donc, il faut s'y confronter du mieux que nous pouvons. Mais encore une fois, je pense simplement que l'idée selon laquelle, vous savez, il faut laisser les gens faire ce qu'ils veulent de leurs propres affaires, c'est-à-dire de leurs personnes, de leurs biens, de leurs engagements, de leurs associations volontaires avec les autres, ce principe est tout simplement si important et si central pour la civilisation occidentale. À mon avis, il mérite un nom. Et le nom qui lui a d'abord été véritablement donné, une fois qu'il a été correctement formulé, ce qui selon moi et selon Smith n'a vraiment eu lieu qu'au XVIIe ou XVIIIe siècle, c'est libéral. Et c'est une idée extrêmement importante.
Elle doit avoir un nom. Et si vous ne voulez pas l'appeler libérale, comment voulez-vous l'appeler? C'est en quelque sorte le principal défi que je vous lance en réalité. No, I think that's a fair point. I think the Non, problem is when je these pense que c'est un ideas point juste. becomes Je crois que le ideologies, problème, c'est que lorsque les idées deviennent des idéologies, elles deviennent souvent difficiles à critiquer. Mais quand on souligne les contradictions internes du libéralisme, ce n'est pas pour le rejeter. C'est pour montrer que, tant qu'on peut critiquer ces contradictions internes, on peut les gérer. Ce que je crains avec les idéologies, c'est qu'elles ont tendance à masquer ces contradictions, qui restent alors sans réponse. C'est un peu comme ce que tu disais tout à l'heure. J'aime bien cette analogie de l'oiseau avec deux ailes. Quand on observe la polarisation, par exemple, entre l'idée libérale et l'idée conservatrice, quand un camp l'emporte, tout le monde perd. Tu ne veux pas de conservateurs sans l'équilibre libéral, et moi je ne veux pas de libéraux sans l'équilibre conservateur non plus. Donc, ils fonctionnent mieux à l'unisson. Mais je me demande, voyez-vous ce problème lorsque les idées deviennent de la politique? Pensez-vous que c'est aussi un problème dans le libéralisme économique? Parce que vous avez mentionné que les gens devraient pouvoir posséder leurs propres biens. Et je me dis, oui, c'est logique. Mais si l'on regarde le début du 19e siècle, au moment où le capitalisme commence à prospérer, le commerce libre, où l'absence d'intervention de l'État était considérée comme essentielle et comme un allié du libéralisme. Les marchés libres permettent à l'individu de gagner en indépendance et en liberté vis-à-vis du gouvernement. Ainsi, les marchés libres sont donc les alliés de l'individu, car ils limitent le pouvoir de l'État. Mais vers la fin du 19e siècle, avec la concentration du pouvoir économique entre les mains de différentes oligarchies, une nouvelle génération de libéraux apparaît, qui constate que ce qui menace la liberté individuelle, ce sont précisément ces développements oligarchiques. Soudain, les libéraux commencent à voir dans l'État un allié capable d'intervenir sur le marché pour redistribuer la richesse, en somme. Et aujourd'hui, selon les pays du monde où l'on se trouve, ceux qui se qualifient de libéraux entendent par là des choses très différentes. Dans certains pays, comme les États-Unis, ce sont les libéraux qui veulent la redistribution. Si vous allez en Australie, c'est l'inverse. Ce sont les partisans du libre marché qui veulent diriger les choses. Ainsi, libéral signifie exactement le contraire là-bas. Et bien sûr, tout dépend du moment historique que l'on considère, lorsque l'idée de liberté individuelle se traduit en une politique précise. Je veux dire, qui défendons-nous? Sommes-nous alliés au libre marché contre l'État? Ou à l'État contre le libre marché à cause des tendances oligarchiques qu'il engendre. Vous voyez, est-ce là le problème? Que les idées doivent simplement être formulées sous la forme de la politique ou... Oui, il s'agit bien de politique. Et une grande partie du discours vient de la politique. Absolument. La politique utilise ces mots que les penseurs élaborent, que la culture développe, comme des outils pour gagner en politique. Ce que vous dites sur l'évolution et les différentes significations de libéral est tout à fait juste. Permettez-moi de préciser une chose. La notion de libéral chez Smith n'est pas un principe suprême, ni un argument éthique décisif. Ce n'est pas comme si la justification du libéralisme était le libéralisme lui-même. La justification du libéralisme, c'est le spectateur impartial. C'est l'universalisme. C'est Dieu, si vous voulez. C'est le bien du tout. Ainsi, le libéralisme correctement compris ne cherche pas à se justifier par lui-même. Je veux dire, il cherche à justifier. Nous essayons tous de justifier ce que nous affirmons, mais la justification n'est pas la même chose que ce qui est affirmé. Et donc, vous savez, les problèmes qui surviennent avec trop de liberté individuelle, trop de liberté pure et simple,
signifie qu'il faut faire des compromis sur la liberté. Et nous ne prétendons pas que cela augmente réellement la liberté. Non, cela la réduit, mais c'est au service du bien commun. Vous avez évoqué la question de la concentration, et c'est un sujet intéressant. Je pense que cela peut arriver, et qu'il y a effectivement des problèmes, mais très souvent le diagnostic est erroné. En réalité, disons-le ainsi, le gouvernement n'atténue pas très souvent le problème. En réalité, ils travaillent souvent main dans la main, le gouvernement et les grands acteurs du marché, les grandes entreprises, et ainsi de suite. C'est souvent ainsi que les choses se passent. On le voit beaucoup avec le corporatisme, une sorte de kleptocratie bruxelloise, et ainsi de suite. Et le Parti vert, par exemple, le complexe militaro-industriel. Donc, vous savez, on peut débattre de la quantité de liberté qu'il faut accorder dans certaines industries qui semblent concentrées. Mais peut-être qu'un meilleur, ou selon moi un bon exemple, est celui de l'immigration. Car en matière d'immigration, j'ai le sentiment que les frontières ouvertes représentent en réalité la position libertaire. Et je m'oppose et rejette les frontières ouvertes. Beaucoup de mes collègues à l'université George Mason défendent les frontières ouvertes, en particulier Brian Kaplan. J'en ai discuté avec Brian et je lui ai dit que nous devions rejeter l'idée de frontières ouvertes, non pas au nom de la liberté, ou du moins pas d'une liberté directe, mais au nom du bien commun, car cela renvoie à une société stable et fonctionnelle, qui est la condition préalable à toute orientation politique libérale. Si l'on n'a pas une société stable et fonctionnelle, toute aspiration à une politique libérale à l'intérieur du pays devient très compromise, très incertaine. Je pense donc que c'est là que le conservatisme entre en jeu. Nous ne pouvons pas avoir une immigration massive. Je rejette donc la liberté sur ce point, au nom du bien commun. Je sais que d'une certaine manière, c'est le droit d'un immigrant de simplement franchir une frontière. Il ne porte pas atteinte au bien de quelqu'un, selon ma conception stricte du droit, fondée sur la propriété et les engagements d'une personne. Conception qui s'inscrit, encore une fois, dans la tradition d'Adam Smith et de Hugo Grotius. Donc oui, nous avons ces problèmes et ces contradictions. Toute orientation ou philosophie politique en a. Nous devrions pouvoir être en désaccord de manière civilisée et respecter tout cela. Et d'une manière générale, tu sais, je suis très préoccupé, tout comme toi, Glenn, par, disons, la censure. Je veux dire, tu t'exprimes sur la censure de façon très constante, très passionnée et courageuse. Et tu dénonces courageusement ces choses horribles en matière de politique étrangère. Et c'est une question de permettre à Glenn de poursuivre ses propres intérêts à sa manière, en utilisant sa propre langue, ses propres doigts, son propre site web, son propre ordinateur. Et c'est cela, la liberté. Donc tu vois, c'est là que nous avons besoin de liberté. La liberté d'expression est la chose la plus élémentaire, la plus fondamentale. Ce n'est pas tant une question d'économie, c'est vraiment une question de liberté, de libéralisme. Il s'agit de ne pas embêter les gens, de permettre à chacun de poursuivre ses propres intérêts à sa manière. Donc oui, je pense que le terme approprié, en fait, c'est libéral. Je ne sais pas. Je suis d'accord. Je pense que c'est ce que j'aime dans le libéralisme, quand il fait partie d'un ensemble plutôt que d'être la solution miracle censée tout résoudre. Je pense, comme tu l'as dit, que la défense des libertés individuelles est une bonne chose. Mais en même temps, il faut reconnaître que les êtres humains sont des animaux sociaux, c'est-à-dire qu'ils s'organisent en groupe. Nous avons besoin, tu sais, de points communs. Nous sommes socialisés au sein de groupes. C'est là que l'individu s'épanouit. Donc, ce n'est pas que le libéralisme soit mauvais ou que le conformisme soit bon. Je pense qu'il faut trouver cet équilibre entre le collectif et l'individuel. Et dans ce cadre,
je pense vraiment que le libéralisme est l'une des principales forces et l'un des grands triomphes de la civilisation occidentale. En ce qui concerne la redistribution par les gouvernements, je ne suis pas en désaccord sur le principe, mais je pense qu'ils s'en sortent généralement très mal. Je trouve intéressant que même les marxistes soulignent souvent que le problème du communisme résidait dans la distribution du pouvoir, qu'ils n'ont fait que transférer l'oligarchie à l'État. Ils ne l'ont donc pas dissoute par la décentralisation. Ils ont simplement fait de l'État la nouvelle oligarchie. Oui. Mais je suppose que le point que je veux aborder, c'est que même David Ricardo faisait remarquer qu'il n'appréciait pas cette conclusion. Mais lorsqu'il a vu qu'à chaque nouvelle innovation technologique, la productivité et les revenus augmentaient, il a compris qu'une part croissante de ces gains irait au capital. Ainsi, avec le temps, on finirait presque inévitablement par une plus grande concentration de la richesse. Et on le constate avec chaque technologie depuis. Ceux qui possèdent les plateformes numériques, les Zuckerberg et les Bezos, sont incroyablement riches, tandis que le travail est comprimé. Donc encore une fois, cela vient de Ricardo. Ce n'est pas un argument marxiste. Je ne suis pas marxiste, mais je dis simplement que cette répartition du pouvoir pose problème. Cela dit, je ne pense pas que le gouvernement fasse un très bon travail en matière de redistribution. Et je considère aussi l'Union européenne comme une monstruosité bureaucratique, d'ailleurs. Oui. Encore une fois, nous pourrions examiner comment comprendre certains de ces problèmes. Je ne crois pas nécessairement qu'une grande innovation technologique mène forcément à une forte concentration, car si d'autres acteurs peuvent, si les économies d'échelle peuvent être reproduites, on peut avoir de la concurrence, peut-être simplement à une plus grande distance et à une plus grande échelle, entre, disons, la production agricole ou la production d'acier ou quelque chose de ce genre. Il existe des économies de réseau, c'est vrai, et donc la concentration se produira même dans un marché libre, sans aucun doute. Il existe en ce sens certains monopoles naturels. Je ne pense pas, enfin, je crois que les gens ont tendance à surestimer le pouvoir de la libre concurrence pour réduire une telle concentration. Et encore une fois, dès que l'on demande au gouvernement de remédier au problème, on politise la question d'une manière qui peut être détournée dans toutes sortes de directions, sous l'effet de toutes sortes d'incitations et de jeux politiques qui n'étaient pas ceux que l'on avait en tête. Mais là encore, la question se pose. Même si le gouvernement n'aggrave pas la situation, comment exactement pourrait-il l'améliorer de manière utile et intelligente? Parfois, il vaut mieux simplement laisser Jeff Bezos être Jeff Bezos. Et j'ai des problèmes avec Jeff Bezos, ne vous méprenez pas, mais c'est davantage à cause de son activité politique que d'Amazon en tant que tel. Je veux dire, soyons honnêtes, Amazon a été une bénédiction incroyable pour les consommateurs ordinaires. Ne nous plaignons pas trop des gains d'efficacité et des économies que la grandeur peut apporter à chacun de nous. C'est pareil pour le pétrole et tout le reste dans l'histoire. Cela fait partie de la puissance extraordinaire du marché, surtout du marché libre. Donc je ne sais pas, tout cela est compliqué. Eh bien, cela dit, oui, c'est bien que nous ne soyons pas toujours d'accord. Je crois que Walter Lippmann, dans son livre de 1922, Public Opinion, a écrit que lorsque tout le monde pense de la même façon, personne ne réfléchit vraiment. Je crois qu'Orwell lui-même l'a repris ou reformulé. Mais bref, je pense que c'est aussi ce qui est nécessaire à la survie du libéralisme. Ne pas le considérer comme une solution universelle. Oui. En tout cas, merci beaucoup. C'est passionnant. Où les gens peuvent-ils trouver votre travail?
Il vaut probablement mieux simplement chercher sur Google Daniel Klein, George Mason University et voir ce qui apparaît. Je vais bientôt lancer un nouveau site web, mais c'est sans doute le meilleur conseil pour l'instant. Merci beaucoup. Merci. Thanks a lot. Thank you.